faut que je me rapproche. Non, voilà, ça y est, on est donc Nicolas Marty, bonjour. Donc on vient de le dire dans le teaser sur Facebook, tu es professeur d'université, vice-président, tu es auteur d'un livre pour la compréhension de la crise catalane. On va commencer par le livre. Les Français, et peut-être même les habitants des Pyrénées-Orientales, n'ont pas tout compris à ce qui se passait de l'autre côté, à savoir en Catalogne, mais parce que dans les médias français, c'était pas... Enfin, en tout cas, dans une première salve, on plaquait nos schémas jacobins sur les Espagnes et on faisait semblant de comprendre la Constitution de 78. Voilà, effectivement, ce qui s'est produit depuis 2017, c'est qu'il y a un élément qui est quasiment irréductible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en France à comprendre ce qui se passe dans le monde catalan, dans la mesure où les Français ne connaissent pas l'histoire de l'Espagne en général et l'histoire de la Catalogne en particulier. C'est enseigné nulle part en réalité, hein. Donc il y a une méconnaissance très grave, très importante du moins de ce qui se passe dans notre pays voisin. Bon, d'autre part, effectivement, la relation entre le centre et ce qu'on pourrait appeler la périphérie est très différente entre ces deux pays, entre la France et l'Espagne. Et enfin, ce qui s'est produit médiatiquement, c'est que soit il y a une méconnaissance crasse de la part d'experts, disons, toutologues qui interviennent à longueur de journée dans des émissions, disons, de qualité moyenne, soit les experts qui sont vraiment des connaisseurs de l'histoire de l'Espagne et de l'Espagne qui sont intervenus sont des collègues ou des gens qui diffusent un message espagnoliste, unioniste très marqué. Et disons que je dirais parfois qui n'est pas honnête. On peut difficilement être objectif quand on est engagé ou quand on essaie de suivre l'actualité. L'objectivité, moi j'y crois pas. Voilà, mais moi non plus. Mais en revanche, je crois fortement à l'honnêteté. Et il me semble que ce qui a été largement diffusé par les commentateurs, c'était des éléments qui n'étaient pas honnêtes, c'est-à-dire qui ne donnent pas les outils pour comprendre réellement ce qui se passe. Ensuite, à chacun de se faire son avis, effectivement, sur ce qui se passe, mais au moins avoir tous les outils pour essayer de comprendre honnêtement ce qui se produit. Et ça, c'était une des choses qui m'a vraiment marqué. C'est la raison pour laquelle j'ai senti qu'il était important ça a été vraiment un besoin pour moi de rédiger ce livre, c'était de compenser un peu ce manque d'informations claires, même si localement des journaux comme l'Indépendant ou La Dépêche ou même Sud-Ouest, etc. ont fait des comptes rendus qui étaient quand même de qualité. Dans la presse nationale, dans les médias nationaux, c'était très souvent de très très basse qualité, avec un point de vue qui était très souvent de relayer le point de vue de Madrid, en fait, hein, des grands journaux comme El País ou El Mundo ou des choses comme ça. Donc voilà la raison pour laquelle ce livre est sorti. C'était vraiment par un objectif de faire comprendre ce qui se passe avec un point de vue qui est quand même académique, c'est-à-dire d'essayer de relayer des études qui ont été faites dans le cadre universitaire, tout en le diffusant pour le grand public, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre qui est... Oui, c'est pas universitaire, c'est fait par un universitaire, voilà. Mais c'est de la vulgarisation. Voilà, c'est de la vulgarisation, parce que c'est pour ça effectivement, il y a de nombreuses études académiques sur ce qui se passe, mais qui sont très faiblement relayées. Donc l'objectif de ce livre, c'est de transmettre ces informations. Et il y avait urgence. Il me semble, oui, parce que effectivement, je crois que la crise catalane soulève des enjeux qui sont des enjeux citoyens, européens, majeurs, et que c'est dommage que les citoyens français, que les citoyens des Pyrénées-Orientales ne les mesurent pas suffisamment à leur niveau, quoi. Et nous, à Perpignan, on est touché directement, mais c'est-à-dire qu'au-delà du rapport sentimental qu'on peut avoir, il y a un vrai rapport entre la ville de Perpignan et Barcelone à établir. Là, je parle dans le cadre d'une mairie, au-delà. Parce que bon... Alors, à établir, bien sûr, il existe un lien historique, puisque Perpignan a été une des grandes villes de Catalogne jusqu'en 1659. C'est une ville de culture catalane. Actuellement, il y a un travail qui est en cours avec des collègues de l'université de Perpignan pour faire une histoire de la ville de Perpignan qui montre bien que cette imbrication avec le monde catalan est très forte.
Donc, je pense qu'il y a des liens effectivement majeurs qui ont été sans cesse renouvelés par des flux migratoires, des mobilités qui sont liées à l'exil, au travail, etc. Donc, il existe des liens très forts. D'ailleurs, c'est absolument pas un aspect artificiel de la ville de Perpignan. Mais bien entendu, des liens nouveaux sont à créer et à maintenir dans de nombreuses directions, c'est évident. À la fois au plan académique, au plan économique, au plan social, parce que finalement, la Catalogne nous montre un exemple de vie associative, de vie collective qui est bien plus vive que chez nous en réalité. Et un rapport à l'identité qui me paraît pas du tout malsain, au contraire, puisque ce sont des gens qui sont attachés à leur identité, mais qui n'est pas une identité qui rejette l'autre. C'est une identité ouverte. Une identité ouverte. Et une identité, disons, qui ne se laisse pas rattrapée par des penchants xénophobes ou ethnicistes, mais qui est au contraire ouverte sur l'extérieur et qui fait qu'en général le mouvement catalan et les collègues et les gens de Catalogne pourraient nous montrer des voies d'une société, disons, plus ouverte, plus moderne probablement, et des mœurs également politiques qui seraient plus intéressantes pour notre territoire à nous. Mais bon, ça c'est un vœu pieux, quoi, disons. Et ça concerne les politiques, ce que je ne suis pas, comme tu le sais. Oui, voilà. Mais toi, quand on dit ça, ça veut dire l'inverse. Mais bon, ceci est une autre histoire, comme dirait Kipling. Et donc l'idée, c'est... l'université par rapport à ça, donc outre la ville, a un outil dont je sais plus, parce qu'avant je m'y en occupais un peu, mais c'était il y a longtemps, ou alors j'ai jamais tué de chat, etc. C'était l'Institut Joan-Louis Vives. Oui. Qui nous connecte avec toutes les universités du parler catalan. Absolument. Donc de Valencia à Tamanrasset, en passant par l'Andorre, etc., etc. Voilà. Donc ça fait une vingtaine d'universités. Oui, une vingtaine, même un peu au-delà. Disons que Tamanrasset, je ne suis pas sûr, mais la Xarxa Vives, oui, c'est un lien entre toutes les universités catalanes qui fonctionnent autour d'un certain nombre de commissions et dont le président tournant tous les 6 mois est un des présidents d'une des universités catalanes. Oui. Et celle de Valencia est plutôt catalaniste, entre guillemets, contrairement à une partie de la société valencienne. Alors, je ne connais pas suffisamment les arcanes de la Xarxa Vives en ce moment pour te confirmer ou t'infirmer ce mouvement catalaniste de l'Université de Valence. Mais c'est vrai que, on a des collègues des universités d'Alicante, de Valence, des îles Baléares, donc de tout le monde, de ce qu'on appellerait éventuellement les pays catalans, les pays catalans. Donc pour nous, c'est plutôt bien d'avoir cet outil. Ah, c'est un outil pour le développement. C'est un outil qui est très intéressant et qui, pour le moment, n'est pas extraordinairement développé. Sans doute faudrait-il l'utiliser mieux pour créer plus de liens, même s'il y a des liens académiques importants, il faudrait sans doute les multiplier. Bon, comme je te le disais, le projet qu'a monté le Didier Ossel et le vice-président en relations internationales et l'ancien président Jean Benkelil d'université transfrontalière pour travailler sur les enjeux transfrontaliers à l'échelle de l'Europe méditerranéenne entre les universités de la frontière franco-catalane et les universités des frontières italiennes, autrichiennes et slovènes est peut-être un outil aussi qui permettra de développer. De la même manière que l'Eurorégion, Pyrénées-Méditerranée, devrait être un moyen de multiplier à l'avenir les relations entre nos universités. Pour ma part, je suis quelqu'un qui essaie de défendre en permanence les liens avec les universités proches. Dans le domaine de l'histoire, on essaie de travailler avec nos collègues des universités catalanes, notamment l'Université de Gérone et les diverses universités de Barcelone. Il y a des publications conjointes ? Oui. Absolument, notamment je mettrai en avant un de nos collègues remarquables du département d'histoire qui est Patrice Poujade. Je ne sais pas si tu connais ce collègue. Qui travaille beaucoup sur les réseaux commerciaux et qui travaille en permanence avec l'équipe de Jaume Danti à l'université de Barcelone.
sur l'articulation du territoire catalan. Bien sûr, on connaît également Claude Danjean, qui est une professeure d'histoire médiévale qui travaille beaucoup sur le monde catalan. Et bien sûr, je pense que tu le connais aussi, Aymat Katafo. Ah oui, ça, on ne peut pas le rater, je veux dire. De l'université de Leyde, etc. Donc bien sûr, nous essayons et puis de travailler avec ces collègues-là. Et je pense que c'est un domaine structurant qui fait que l'université de Perpignan doit être à l'articulation entre la France et l'Espagne par le biais de cette plateforme qu'est la Catalogne. Et donc nous devons être, je pense, pour la France, une sorte de pont, d'interface avec le monde ibérique par le biais de nos relations catalanes. Je pense que c'est un aspect qui doit être défendu par l'université de Perpignan maintenant et dans son futur. Et c'est ce qui fait que, parce qu'il y a une grande menace sur les universités, les petites, s'entend, puisque depuis le Concordat de Bologne, enfin pas le Concordat, les accords de Bologne, en 2000, début des années 2000, c'est en 2000, non, je veux dire des conneries, enfin bon bref, l'optique c'est... Le processus de Bologne. Voilà, le processus de Bologne. Il y a une concentration pour faire des grosses usines universitaires et puis laisser mourir les petites cliniques. Non, ça c'est autre chose. Pour accoucher, non, voilà. Et donc Perpignan est menacé par sa taille. Mais comme disait Yoda, est-ce que c'est par ma taille que tu dois me juger? Tu ne le dois pas parce que mon meilleur allié c'est la force. Et donc le meilleur allié de l'université de Perpignan, c'est ce jeu d'interface qu'elle peut développer. Oui, bien sûr. Alors l'université de Perpignan n'est pas une petite université, c'est une université moyenne, on va dire. Voilà, d'accord. Il y a 9500 étudiants, il y a d'autres universités qui sont plus petites. Mais oui, nous sommes une université qui assure un service public d'enseignement supérieur et de recherche de territoire, c'est-à-dire qui permet de diffuser l'enseignement supérieur et la recherche sur tout le territoire français. Mais je crois effectivement que l'interface avec la Catalogne est une raison supplémentaire et notamment ce qui est une plus-value importante et que nous devons défendre, bien entendu. Est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs qui parlent comme toi catalan ? Alors, parce que ça commence là. Après, on peut envisager d'enseigner le catalan. Parce que c'est toujours difficile d'expliquer qu'on enseigne le catalan, voir l'auberge espagnole, la séquence avec Cécile de France qui dit non mais vous êtes gentil, on comprend pas quand vous parlez catalan, enseignez-nous en espagnol parce que nous... Oui, alors bien sûr, et il est clair qu'à la fois, bon, bien sûr, il y a l'Institut franco-catalan transfrontalier, dans le domaine de la faculté des lettres et sciences humaines, beaucoup de collègues sont catalanophones. Bien entendu, c'est un peu moins clair pour la faculté de droit ou pour la faculté de sciences ou pour l'Institut d'administration des entreprises qui ont peut-être moins facilement cette capacité à s'exprimer en catalan, mais ceci dit, c'est pas forcément un obstacle. C'est pas compliqué, j'ai fait du russe, le catalan m'est venu en 3 mois, le russe, j'en ai fait 4 ans, je parle plus grand chose, quoi, donc... Non, il y a un vrai potentiel à l'université de Perpignan de gens qui sont catalanophones et qui peuvent être en relation avec les universités catalanes. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire non plus, même si ça peut aider, d'être catalanophone pour travailler avec les collègues catalans, puisque on peut travailler avec eux. Ne dis pas en anglais, je vais pleurer. En parlant en anglais ou en castillan. C'est la langue, tu le sais, hein, la langue académique mondiale, c'est l'anglais. Hein, donc, ce sont des choses qui sont courantes. On peut très bien discuter dans une autre langue que le catalan, même si il est important de pouvoir se connecter dans la langue commune de Perpignan et des pays catalans, c'est sûr. Le regretté Llorenç Plans, qui était le président d'Unitat Catalane, un jour, sur une de mes provocations, une des nombreuses dont je le rappelais, je lui dis mais moi, Llorenç, je parle couramment castillan, qu'est-ce que j'en ai à faire de parler catalan? Alors il s'est pas énervé, ce qui déjà en soi est signe d'intelligence. Parce qu'il te connaissait trop bien, peut-être. Non, on se connaissait à peine. Après, oui, il m'a dit, tu peux parler castillan, et les Catalans sont des gens polis, ils te répondront, mais si tu parles catalan, tu feras partie de la famille. Alors, quand j'ai commencé à bredouiller le catalan, j'ai vite vu que c'était pas un 20 mots de politique ou de la langue de bois. Et pour parler désormais couramment catalan, je fais partie d'une famille, quoi. Avec ces réseaux, voilà. C'est certain que c'est un outil qui aide évidemment à coopérer. C'est évident. Ouais. Parce que ici, malheureusement, je sais pas si tu as lu
la thèse de Jordi Gomez sur le transfrontalier. Eh bien non, c'est une lacune de mes lectures, j'avoue que... C'est une somme énorme. Je regrette. Hein, et Jordi Gomez explique ici il y a toujours eu un discours du transfrontalier, mais qu'on ne voulait pas parce que ça serait une perte de contrôle hein, s'il y avait la dynamique du Sud qui s'installait ici. Non, je crois au contraire qu'une dynamique du Sud serait très intéressante pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je trouve que dans le domaine dans lequel je travaille, mais dans beaucoup d'autres domaines, il me semble que ce qui se fait en Catalogne est souvent placé, alors je vais citer du Jordi Pujol, hein, je te prie de m'excuser. Qui n'a rien à voir avec Jean-Marc, hein, on le rappelle. Non, voilà. Qui a cette mise en avant de ce qu'il appelle l'excellence. On a tout le monde à l'excellence en bouche maintenant, c'est-à-dire on doit être excellent partout. Et rare te dit, moi je bosse pour la médiocrité. Voilà. Mais ce qu'il disait, donc, et ce que je trouve très clair dans le travail qu'on peut faire avec les Catalans du Sud, ou avec les Catalans en général, mais c'est cette notion d'excellence qui était de faire les choses bien, quoi. Voilà. Il me semble que ça c'est un des éléments qu'on retrouve très fortement dans la culture du Principat de Catalogne, c'est soit on fait quelque chose bien, soit on ne le fait pas. Et je trouve que ce qu'on fait dans nos territoires n'est pas toujours dans cette dimension-là, si tu vois ce que je veux dire. Comme disait Yoda à Luc, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Voilà. Et cette culture de l'excellence, c'est-à-dire de faire les choses bien, de faire les choses aussi avec du bon sens, le seigne. Voilà, c'est aussi un autre concept. Un de nos grands directeurs de labo qui s'appelait Del Seigne, c'est-à-dire celui qui a du bon seigne, sens. Je trouve que ça, c'est des choses que si on avait ces éléments-là à notre disposition plus souvent dans notre territoire, je pense que les choses iraient mieux. Nicolas Marty, merci.